Donc si c'est ça mon objet aujourd'hui, encore une fois, j'avance très archétypal, c'est rendre ça concret. Qu'est-ce que c'est alors cette polarité qualitative et qu'est-ce que c'est que cette distinction quantitative? Et je commence par le premier point. Quand on nous suggère que entre vous et moi, entre deux personnes, entre une personne et un animal, entre un animal et une chose, il n'y a éthiquement, c'est-à-dire ontologiquement, qu'une distinction quantitative. De quelle quantité s'agit-il? Quand on nous suggère que ce qui fait le plus profond de nos singularités, le fait que je sois ceci et pas cela, c'est quelque chose de quantitatif. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Vous apprendrez ou vous savez déjà que la philosophie ensuite, par exemple, il y a des philosophes allemands du 19e siècle faisant partie de ce qu'on appelle le romantisme allemand, qui ont développé, notamment Fichte et puis Schelling, qui ont développé une théorie de l'individuation très intéressante qu'on résume sous le nom de l'individuation quantitative. Si les choses s'individuent quantitativement, bon d'accord, on comprend vaguement, mais on ne comprend rien en même temps. Quelle quantité? De quelle quantité s'agit-il? Eh bien, on le sait déjà un peu, d'après tout ce qui précède. En effet, il s'agit de définir les gens, les choses, les animaux, n'importe quoi, par ce que chacun peut. Vous me direz, bon, définir quelqu'un par ce qu'il peut. Je veux dire, je voudrais à la fois, parce que c'est ça les propositions philosophiques, que vous arriviez, et c'est mon but cette année, alors si j'échoue, mais c'est dès aujourd'hui que je réussis ou que j'échoue. Je voudrais que vous sentiez que dans une proposition philosophique, elle est bonne lorsqu'elle nous paraît la plus évidente, lorsque vous vous dites, mais évidemment, je le savais, quoi, je l'ai pensé tout le temps, absolument évidente, comme si c'était une proposition très très familière. Et en même temps, il faut qu'elle soit la chose la plus insolite, la plus inouïe du monde. Les deux à la fois. À ce moment-là, c'est une bonne proposition philosophique. Je dis, ben oui, les gens, les choses, les animaux, ils se distinguent par ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire ils ne peuvent pas la même chose. Par exemple, je ne peux pas voler, moi. Vous me direz, c'est pas fort, mais justement, on reste vraiment dans... Mais vous liez ça, hein, pour... je dirais la philosophie, c'est l'art à la lettre d'engrosser les propositions. C'est épatant, c'est une merveille. Prenez la proposition la plus plate du monde, engrossez-la, elle est devenue une proposition philosophique. Mais c'est un art. Engrosser les propositions, c'est le plus difficile au monde. Alors, non, ce que je ne peux pas voler, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux? Bon, je peux quoi? Qu'est-ce que c'est ce que je peux? C'est bizarre. Voyez déjà la différence avec la vision morale du monde. Jamais un moraliste ne définirait l'homme par ce qu'il peut. Un moraliste définit l'homme par ce qu'il est. Par ce qu'il est comment? Par ce qu'il est en droit. C'est ça l'essence. Ce que la chose est en droit, c'est son essence. Donc un moraliste définit l'homme par animal raisonnable. C'est l'essence. Un éthicien, c'est-à-dire Spinoza, il ne définit pas l'homme par animal raisonnable, jamais. Jamais. Il définit l'homme par ce qu'il peut, corps et âme. S'il y a des choses que l'homme peut et que l'animal ne peut pas, être raisonnable, peut-être, mais ça change tout. Si je dis raisonnable, c'est pas l'essence de l'homme, mais c'est quelque chose que l'homme peut. Ça change tellement que déraisonnable aussi, c'est quelque chose que l'homme peut. Être fou aussi, c'est quelque chose que l'homme peut. Ça fait partie du pouvoir de l'homme.
Rire, ça fait partie du pouvoir de l'homme. C'est très curieux, vouloir définir les choses, non pas du tout par une essence supposée, mais par ce que la chose peut. Au niveau d'un animal, là, on voit bien le problème. Or, j'avais consacré, je me rappelle, toute une séance il y a plusieurs années, je ne sais pas quand, il y a 2 ans, à cette question même, des définitions de l'animal. Mais si vous prenez ce qu'on appelle l'histoire naturelle, l'histoire naturelle, qui a sa fondation, là encore, chez Aristote, elle définit l'animal par ce que l'animal est. Bien sûr, elle est forcée d'y joindre toutes sortes d'autres considérations. Parce que dans les choses crues, tout est toujours très compliqué. Mais dans son ambition fondamentale, il s'agit de dire ce que l'animal est. Qu'est-ce qu'un vertébré? Qu'est-ce qu'un poisson, etc. Et l'histoire naturelle d'Aristote est pleine de cette recherche de l'essence. Encore une fois, qu'il y joigne toutes sortes d'autres considérations, ça ne fait que montrer la complexité des choses. Mais dans l'intention pure de l'histoire naturelle, on définira, ou dans ce qu'on appelle les classifications animales, on définira l'animal avant tout, chaque fois que c'est possible, par son essence, c'est-à-dire par ce qu'il est. Imaginez ces autres types qui arrivent. Hein, il faut toujours essayer de rendre les choses pour vous le plus vivant possible. Ils arrivent et eux, ils procèdent quand même tout à fait autrement. Ils s'intéressent à ce que la chose ou ce que l'animal peut. Ils vont faire une espèce de registre des pouvoirs de l'animal. Ah, celui-là, il peut voler. Il ne s'intéresse pas du tout à l'essence. Il peut voler. Ah, celui-là, tiens, il se nourrit de quoi? Il se nourrit d'herbe. Manger de l'herbe, ça fait partie de son pouvoir, de sa puissance. Et puis un tigre passe, ah, celui-là, non, il ne mange pas de l'herbe, il mange de la viande. Manger de la viande, c'est-à-dire le régime alimentaire, vous sentez qu'il s'agit bien des modes d'existence. Ce que la chose peut, ça va définir un mode d'existence. Donc il y a des choses qui peuvent extraordinairement peu. La table, mais une chose inanimée aussi, qu'est-ce qu'elle peut? Le diamant, qu'est-ce qu'il peut? L'or, qu'est-ce qu'il peut? C'est-à-dire, de quelles épreuves est-il capable? Qu'est-ce qu'il supporte? Qu'est-ce qu'il supporte et qu'est-ce qu'il fait? Un animal étant donné, qu'est-ce qu'il peut supporter et qu'est-ce qu'il fait? Ah tiens, un chameau, ça peut ne pas boire pendant, je sais pas, pendant longtemps. Oh bon, ne pas boire pendant longtemps, c'est une passion du chameau, c'est un pouvoir du chameau. Rester sans boire. Bon, avoir soif tout le temps, c'est autre chose, c'est un autre mode d'existence. Hein? Bon, d'accord. Voilà, on définit les choses par ce qu'elles peuvent. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça nous fait avancer? Encore une fois, c'est pas du tout la même chose que l'essence. Ce que peut la chose, c'est pas la même chose que son essence. Alors au besoin, ça ouvre des expérimentations. Hein. Je vois quelqu'un là, je me dis tiens, il est bizarre celui-là. J'ai l'impression que si j'appuie dessus, il va tomber. Pose la main pour voir. Qu'est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il va tomber quand j'appuie dessus ou est-ce qu'il ne va pas tomber? C'est toute une exploration des choses, c'est pas la recherche de l'essence. Très curieux cette manière de voir. Si vous voyez les choses, les animaux et les gens comme ça, comme des petits paquets de pouvoir, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ne peuvent pas. Ah, celui-là, il ne tient pas l'alcool, hein. Il ne peut pas boire. Dès qu'il boit, il est ivre. Oh, celui-là, oh là là. Oh, oh. Vous voyez, je ne cherche pas l'essence de quelqu'un. Je fais comme une espèce de description de ce qu'il peut. Un diagramme de son pouvoir. Ça me mène où ça? Je dirais donc que, du point de vue d'une éthique, les êtres, tous les êtres, non, je retire tous les êtres, c'est pas, tous les étants, tous les existants, sont rapportés à une échelle quantitative. J'ai juste fait un progrès qui est quoi? Qui est celle de la puissance. Ce qu'ils peuvent.
ils ont plus ou moins de puissance. Cette quantité différenciable, dont je cherchais la formule, j'ai au moins un nom pour elle, mais on ne peut progresser que très très lentement. C'est la puissance. Le discours éthique ne cessera pas de nous parler, non pas de l'essence, il se soucie peu des essences, car même il ne croit pas aux essences, il ne nous parle que de la puissance, à savoir les actions et passions dont quelque chose est capable. Non pas ce que la chose est, mais ce qu'elle supporte, ce qu'elle est capable de supporter et capable de faire. Et s'il n'y a pas d'essence générale, c'est qu'à ce niveau de la puissance, tout est singulier. On ne sait pas d'avance, alors que l'essence nous dit d'avance ce qu'est un ensemble de choses. Par exemple, ce que sont les hommes, ce que sont les poissons, etc. L'éthique ne nous dit rien de tout ça. Elle ne peut pas savoir. Un poisson ne peut pas ce que le poisson voisin peut. Un homme ne peut pas ce que l'homme voisin peut. Il y aura donc une différenciation infinie de la quantité de puissance d'après les existants. Donc j'ai fait quand même un progrès relativement considérable. Les choses reçoivent une distinction quantitative parce qu'elles sont rapportées à l'échelle de la puissance. Et comprenez, lorsque, après, bien après Spinoza, Nietzsche lancera le concept de volonté de puissance, je ne dis pas qu'il ne veuille dire que cela, mais il veut dire avant tout cela. Et on ne peut évidemment rien comprendre à la volonté de puissance chez Nietzsche si l'on croit que c'est l'opération dans laquelle chacun de nous tendrait vers la puissance, ou voudrait de la puissance. La puissance, c'est pas ce que je veux, par définition, c'est ce que j'ai. J'ai telle ou telle puissance, j'ai la puissance de ceci ou de cela. Et c'est cela qui me situe dans l'échelle quantitative des êtres. On est volonté de puissance, c'est un contresens de faire de puissance l'objet de la volonté, c'est juste le contraire. C'est la puissance qui est sujet de la volonté, c'est-à-dire c'est d'après la puissance que j'ai que je veux ceci ou cela. Donc c'est juste le contraire, jamais Nietzsche n'a dit une platitude comme du type « chacun de nous veut la puissance ». C'est pas ça qu'il veut dire. Volonté de puissance, ça veut même dire exactement le contraire, ça veut dire vous définirez les choses, les êtres, les animaux, non pas par une essence, mais par la puissance effective qu'ils sont. Encore une fois, c'est la question, qu'est-ce que peut un corps? Qu'est-ce que tu peux, toi? Et c'est très différent de la question morale. Qu'est-ce que tu dois en vertu de ton essence? C'est qu'est-ce que tu peux, toi, en vertu de ta puissance? Voilà donc que la puissance constitue l'échelle quantitative des êtres. Les êtres sont plus ou moins puissants, c'est-à-dire ils sont situés sur cette échelle. C'est la quantité de puissance qui distingue un existant d'un autre existant. D'où l'importance de certaines formules de Spinoza, que maintenant je voudrais, si vous tombez dessus, que vous les compreniez, qu'elles vous soient très claires. Lorsque Spinoza, il lui arrive très souvent de dire « l'essence, c'est la puissance ».